Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes tous là, que vous arrivez à vous connecter. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si vous voyez bien la présentation? Voilà, bref, si tout est OK sur la partie technique pour qu'on puisse démarrer cette présentation parce que j'ai beaucoup de contenu à vous présenter et notamment une grosse amélioration qu'on a apportée au logiciel qui, je pense, va vous plaire. Donc voilà. Donc, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout se passe bien de votre côté, si vous voyez bien la présentation, afin qu'on puisse démarrer. Bonjour Marc, bonjour Natacha. Donc effectivement, tout a l'air de bien se passer. Bonjour Thierry. Voilà, bonjour à tous. Donc apparemment, tout fonctionne. Émilie, oui, nickel, tout va bien. Jean-Pierre, c'est OK. Parfait. Donc on va attendre encore quelques secondes que tout le monde puisse bien prendre le temps de se connecter. Je vois qu'il y a déjà une vingtaine de personnes et ça continue à rentrer. Bonjour Christine, tout va bien de mon côté, donc c'est parfait. OK pour le son et l'image, parfait. Donc voilà. Bonjour Jean, bonjour Dominique. Apparemment tout se passe bien. Élise, bonjour. Florent, bonjour à tous. Élise de Genève, bonjour Élise. Oui, écoutez, voilà, c'est parfait. Donc tout fonctionne bien. Eh bien, on va pas perdre de temps et on va démarrer cette présentation parce que effectivement, il y a beaucoup de choses à voir. Alors, j'aurais peut-être pas forcément la possibilité de switcher entre à chaque fois entre les questions-réponses. Donc, je vais vous présenter les éléments et ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais couper parce que euh, je ferai aussi je vous réouvrirai le chat sur la partie après l'actualité pour voir si vous avez des questions par rapport à ça. Et ensuite, on passera à la partie présentation de l'amélioration. Je vois que Jean-François n'a pas de son, donc du coup, il ne pourra pas m'écouter si je lui dis de se reconnecter, parce que si ça fonctionne pour tout le monde, il n'y a pas de raison. Voilà. Et à un moment donné, s'il n'y a plus de son ou si ça ne fonctionne pas, donc je vais dire simplement à Jean-François de se reconnecter. Essayez de vous reconnecter. Voilà, donc si c'est OK pour vous, je vais mettre le chat en désactivé. Et puis du coup, on reviendra tout à l'heure. Ce sera plus simple pour moi parce que du coup, sinon, ça m'oblige en fait à suivre les dos et du coup à être parasité. Et là, j'ai vraiment beaucoup d'informations à vous donner. Déjà, je vais vous parler de l'actualité parce qu'effectivement, le mois qui vient de s'écouler a laissé place à une actualité très chaude du côté des cryptos. Et on se rappelle quand même que nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment les actualités structurantes. Bon, là, il y a des actualités de marché dont il me semble qu'il est important en fait de vous faire part, notamment parce qu'on a eu plusieurs mails qui nous ont été envoyés au support, des mails voilà, d'inquiétude par rapport à ce qui s'était passé via FTX. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé sur FTX, mais on va y revenir rapidement. Mais on se rappelle quand même que nous, notre logique au niveau de Crypto Bureau, c'est vraiment d'aller attendre le pic d'utilisation omniprésente des cryptos dans c'est vraiment ce pic-là qu'on va aller chercher. Donc forcément, les petits soubresauts ou les gros soubresauts, parce qu'on va plutôt parler d'un gros soubresaut aujourd'hui, de marchés qui sont ponctuels et qui font partie je dirais, de l'organisation du marché et de la maturation du marché, voilà, l'avancement sur la maturité du marché. Voilà, il faut un petit peu les oublier et préserver en tête que nous, ce qu'on va chercher, c'est vraiment l'omniprésence des cryptos, de l'utilisation de la blockchain, de vraiment cette révolution technologique. Et donc, on va pas trop faire attention en fait aux actualités, on va dire, de circonstances ou voilà, qui peuvent être temporaires. Donc quand même, il y a eu la faillite de FTX, difficile de ne pas en parler. Ce qu'il faut en retenir, c'est que toutes les industries naissantes, et les cryptos est une industrie naissante, même si maintenant ça commence à faire 5-6 ans que c'est là quand même, c'est une industrie qui est naissante. Et donc il y a toujours des phases de nettoyage avant d'arriver à une phase de stabilisation. Et ça, c'est valable dans tous les marchés en fait. Il y a toujours une phase on va dire, de créativité, d'émulsion, d'enthousiasme. Et puis, à un moment donné, il faut qu'il y ait du nettoyage qui se fasse et que les choses se stabilisent. Et donc, c'est un peu ça qu'on vit en ce moment. C'est une grosse phase de nettoyage. Et FTX, qui était la deuxième plateforme d'exchange derrière Binance, est quand même loin derrière Binance, parce que j'ai pu comprendre qu'il y avait une dizaine de millions d'utilisateurs du côté de FTX
contre 90 millions du côté de Binance, donc on n'est quand même pas sur les mêmes ordres de grandeur, mais quand même c'était vraiment un gros acteur du marché. Donc malgré sa croissance fulgurante et son attrait sur le marché donc, des cryptos, il faut prendre du recul aujourd'hui et bien constater que FTX n'était pas un acteur sérieux du marché. Il n'y avait aucune comptabilité qui était suivie, il n'y avait aucune appréciation du risque, il y avait des malversations qui ont été faites avec l'argent des clients, il y avait des transferts de fonds qui ont été injustifiés, les employés de FTX, donc un petit groupe qui était très inexpérimenté, avait aucune notion en fait de comptabilité, de savoir comment gérer les choses, et même en fait ils prenaient l'argent des clients pour s'acheter des maisons en Bahamas. Donc on voit bien qu'il y avait une immaturité totale dans l'équipe dirigeante de cette société, alors qu'elle avait plusieurs milliards, une quarantaine de milliards en gestion. On s'est rendu compte également qu'ils avaient vendu plus de 2 milliards de bitcoins, alors qu'en fait, des bitcoins qui n'existaient pas, c'est-à-dire que les clients achetaient des bitcoins et leur disaient vous avez ça dans vos toilettes, alors en fait, ils n'avaient rien. Donc en gros, c'était du vol, c'était une grosse arnaque organisée. Alors ils plaident les fautes, mais en fait, faut arrêter à un moment donné. Les choses, elles ont un nom. C'est une arnaque monumentale. Et effectivement, tous les clients de FTX ont été victimes de cette arnaque. Les conséquences à court terme de cette faillite, c'est que derrière, il y a eu des faillites en cascade parce que en fait, FTX jouait les mères Teresa et venait apporter des liquidités à d'autres sociétés, mais en fait, c'était des liquidités qui n'existaient pas. Et donc, toutes les entreprises qui avaient du capital lié à FTX ont eu beaucoup de peine et la plupart ont disparu, ont également subi des faillites. Ce qui a apporté aussi également une grosse crise de confiance. Donc, il faut savoir qu'il y a à peu près 40 entreprises qui derrière ont fait faillite derrière FTX, emportant avec elles 240 milliards de valorisation boursière. C'est pas rien. Une crise de confiance également des épargnants sur le marché des cryptos liée à cette baisse-là. Et notamment, il y a eu un pic de croissance lié au wallet froid. On aura peut-être l'occasion de reparler des wallets froids et des wallets chauds. Une chute des cours évidente liée à cette baisse de confiance et du coup vraiment une crise de confiance sur les exchangers justement parce que elle concentre le risque, comme on a pu le voir sur FTX, de tout perdre si la plateforme disparaît. Réaction des exchangers par rapport à ça. Donc les exchangers, ce sont les plateformes comme FTX et comme Binance qui permettent, ou Coinbase ou Kraken qui permettent d'acheter des cryptos. Les réactions ont été différentes. Les exchangers en difficulté, c'est-à-dire qui avaient plus ou moins les mêmes modes de gestion que FTX, eux ont bloqué les retraits pour contenir la fuite des utilisateurs et des capitaux. En fait, il faut savoir qu'il y a certains exchangers. En fait, il y a deux modèles d'exchangers. Il y a les modèles qui se financent sur les frais qu'elles appliquent et qui, du coup, c'est leur business model principal. Et il me semble que c'est le modèle de Binance. Je dis il me semble parce qu'en fait, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'est pas vraiment dans l'entreprise. Et il y a l'autre façon de faire qui est souvent de prendre l'argent des utilisateurs et même parfois de jouer contre eux parce qu'on sait que 95% des traders sont perdants. Et donc, du coup, d'un point de vue statistique, si vous jouez en fait à chaque fois à l'inverse de ce que les investisseurs font, eh bien, vous avez potentiellement la chance de gagner. Sauf qu'en ce moment, on est dans un marché baissier. Et donc, du coup, les exchangers qui s'amusent à jouer sur les marchés financiers, les capitaux déposés par leurs clients, eh bien, ils peuvent se retrouver face à des difficultés importantes. Et c'est notamment ce qui a amené aussi la Société Générale à avoir ce problème avec, à l'époque, Kerviel, parce que justement, elle jouait l'argent des clients, elle jouait l'argent en dépôt sur les marchés financiers, et donc on est à peu près sur le même ordre de problème en fait. Et donc, il y a les exchangers qui étaient en difficulté, et donc du coup, parce que face à cette crise de confiance, il y a beaucoup d'investisseurs et d'épargnants qui ont retiré leur argent. Et donc, ceux qui jouaient sur les marchés financiers, ils n'avaient pas forcément tout l'argent nécessaire suffisant pour rembourser les clients et leur permettre de sortir. Donc, c'est pour ça qu'ils ont bloqué les retraits pour justement contenir cette fuite des utilisateurs et des capitaux qu'elle a avec. Présentation, et à l'inverse, il y a une autre réaction
qui était la réaction de Binance, qui était de présentation de preuves de réserve, et notamment du coup pour les échangeurs plus sérieux. Kraken également a fait des présentations de ces preuves de réserve. En gros, c'est apporter la preuve qu'ils détiennent bien les fonds qui ont été déposés par les clients et que ces fonds-là n'ont pas été perdus dans la baisse du marché des cryptos depuis ces derniers mois. Et puis, il y a aussi une réaction du côté des institutions où là, il y a eu un souhait qui a été renforcé d'accélérer la régulation. Et ça, c'est plutôt une bonne chose pour nous. Ça veut dire que le nettoyage a eu lieu, avec notamment ces 40 sociétés qui ont disparu, ces 240 milliards du coup qui ont disparu aussi, même si c'est jamais bon pour les épargnants. Mais il faut bien être conscient que voilà, c'est vraiment le fruit d'une arnaque et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça peut arriver, est-ce qu'il peut arriver la même chose à Binance? Du coup, moi, j'ai essayé de reprendre un peu quelques éléments qui me permettent de me dire qu'on a fait le bon choix de choisir Binance. Déjà, hein, c'est la première plateforme d'exchange. Aujourd'hui, ils ont 90 millions d'utilisateurs. Dirigeant qui me paraît quand même plus mature, il a 45 ans par rapport à l'autre qui avait 30 ans, et on voit aussi dans la nature des échanges qu'ils peuvent avoir sur Twitter, l'autre, il vit vraiment sur une autre planète. Hein. Il a fait disparaître 240 milliards et il dit juste en fait qu'il a fait quelques fautes. Enfin, il s'est permis. Enfin bref, la gestion a été catastrophique et il se permet de faire quelques tweets comme ça pour se dédouaner. Bon là, j'ai vu ce matin qu'il avait été arrêté. Donc il va falloir qu'il réponde un petit peu de ses actes. Par rapport à Binance, il faut savoir que Binance est dans la crypto depuis 2014, alors que FTX était vraiment un opportuniste qui est arrivé en 2018. Binance est le leader du marché avec 90 millions d'utilisateurs. Donc ça devient maintenant la plateforme incontournable, et d'autant plus que FTX a disparu. Donc maintenant, les gens qui vont vouloir facilement acheter des cryptos sur Internet vont passer forcément par Binance. Binance a été le premier à présenter des preuves de transparence sur ses comptes avec la diffusion de ses listes de portefeuille. Je vous rappelle que les cryptos s'appuient sur la technologie de la blockchain. Et la blockchain, c'est quoi? En fait, c'est un référentiel de toutes les transactions qui sont faites. Donc, à partir du moment où vous diffusez des adresses de portefeuille, vous êtes capable, en consultant cette blockchain, en consultant le registre de la blockchain, en fait, de remonter et de retracer toutes les transactions. Et c'est ce qui permet de constater qu'effectivement, Binance est bien détenteur des fonds qui ont été déposés par les clients. Ils ont également été les premiers à mettre en place un système de preuve de réserve, ce qui a permis de constater que Binance détient aujourd'hui 582 000 bitcoins contre 575 000 bitcoins qui seraient détenus par ses clients. Donc, c'est-à-dire quand les clients achètent des bitcoins, eh bien c'est Binance effectivement qui les a en réserve parce que c'est eux qui font ce rôle d'hébergement des cryptos. Et on peut voir qu'avec ce ratio, ils ont 101% des bitcoins qui ont été achetés par les clients. Et ils ont fait ce travail-là pour le Bitcoin et ils vont le faire aussi pour les autres cryptos, sachant que le Bitcoin représente quand même une grosse part des cryptos détenus par les clients. Mais on peut voir avec ça que Binance déjà détient plus de Bitcoin que ce que les clients ont acheté. Donc ça veut dire qu'ils ont les Bitcoins de tous les clients et en plus, ils ont eux-mêmes quelques Bitcoins en plus qui correspondent à l'écart entre les deux chiffres que je viens de vous donner. Et il est également du coup prévu que ce système de preuve de réserve soit étendu à l'ensemble des cryptos, comme je viens de vous le signaler. Nous, ce qui va nous intéresser du coup, c'est quoi les conséquences par rapport à la stratégie CryptoBulo? J'ai envie de vous dire aucune, parce que je vous le rappelle, c'est une stratégie long terme, et du coup, on ne va pas s'attarder sur les fluctuations passagères. C'est un phénomène qui aujourd'hui est un tsunami pour le marché des cryptos, mais à l'horizon de 5 ans, de 10 ans, qui est l'horizon qui nous intéresse, franchement, c'est un épiphénomène qui va très vite disparaître dans la mémoire des gens parce que la mémoire est assez courte. Donc vraiment, nous, on reste focus sur le long terme, on reste focus sur l'idée que c'est vraiment une révolution technologique qu'on est en train de vivre. Et effectivement, il va y avoir du nettoyage. Et nous, on vise vraiment l'omniprésence des cryptos. Et quand on arrivera à ce moment-là, croyez-moi que FTX, ça fera bien longtemps qu'on n'en entendra plus parler. Donc plus que jamais, il faut faire le bulot et ne pas tenir compte de l'actualité des marchés, même si je sais que c'est difficile, comme par exemple quand les grands médias vont commencer à en parler, parce que forcément, les médias vont se faire plaisir à parler de ce genre de soucis et de problèmes.
Là, maintenant, on a eu la question de c'est quoi la compatibilité de Cryptobulo avec les cold wallets, c'est-à-dire avec les clés Ledger. Parce que soit vous avez en fait un hot wallet, donc un portefeuille chaud qui est hébergé chez un exchanger et qui du coup vous permet de faire des transactions facilement et rapidement sur le marché, soit vous avez vos cryptos qui sont stockés sur une clé Ledger. Et bah, il faut savoir qu'avec ce qui s'est passé, Ledger a vraiment explosé en termes de vente. Ils font, je crois, leur meilleur chiffre d'affaires de manière historique. Donc, il y a cette possibilité d'héberger et de stocker les cryptos sur des clés Ledger, donc qui sont des wallets froids, qui sont des portefeuilles froids. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, quand les cryptos sont sur ces clés Ledger, eh bien, on ne peut pas les trader. C'est pour ça que c'est froid. Maintenant, l'intérêt de CryptoBulo, c'est d'appliquer la stratégie de façon 100% automatique. Et donc, du coup, on ne peut pas imaginer que les cryptos soient sur une clé et que nous, notre côté, en fait, on puisse faire les transactions avec le marché. C'est pas possible. Donc, à ce jour, seuls les exchangers, donc les hot wallets, les portefeuilles chauds, permettent de faire ça de manière 100% automatique. Et nous, du coup, on a choisi de prendre l'exchanger le plus robuste qui aujourd'hui est Binance. Donc, cela ne veut pas dire qu'on ne recherche pas des solutions, mais à ce jour, par rapport à tout ce qu'on a réfléchi, tout ce qu'on a analysé, faire le rééquilibrage avec une clé Ledger, eh bien, ça n'est pas compatible avec notre stratégie. Pour que ça soit compatible, il faudrait par exemple que nous, on héberge vos clés Ledger. Aujourd'hui, on ne va surtout pas prendre le risque, nous, de détenir vos portefeuilles. Vous restez propriétaire de votre portefeuille de crypto qui est sur Binance. On n'a pas accès à votre compte Binance, on a juste accès à une clé AP qui permet de faire des transactions liées au rééquilibrage, mais c'est tout, on n'a pas envie de prendre cette responsabilité-là. Donc après, peut-être que les choses vont évoluer. Et on n'a pas envie de vous faire prendre le risque que vous perdiez votre clé Ledger. Et puis, si c'est vous qui avez la clé Ledger, en fait, il faudra penser à la brancher pour renvoyer les cryptos de votre clé Ledger sur le compte Binance pour que le rééquilibrage se fait. Et là encore, en fait, on va amener du traitement manuel et donc du coup de la friction et du coup des risques de rater des rééquilibrages parce que on a potentiellement perdu la clé Ledger, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire, parce qu'on était en vacances, parce qu'on était malade. Enfin bref, plein de raisons qui peuvent nous amener à rater un équilibrage, alors que justement, ajouter de la charge mentale liée à ça, alors que justement, je dirais le grand plus de la stratégie CryptoBulo, c'est d'être 100% automatique. Donc, en fait, il faut bien prendre conscience que le côté 100% automatique nous induit un coût à payer. Et le coût à payer, c'est effectivement de faire confiance à Binance pour conserver nos fonds et bien maintenir nos fonds de la même façon que vous confiez votre argent à votre banque. Et voilà, quand il y avait des clients à la Société Générale, bah, leur argent a été mis à risque parce que ils ont laissé faire des traders pour jouer l'argent des clients sur les marchés financiers. Et ben là, on est un petit peu sur la même chose. Et donc, du coup, sachez que je vous invite à faire confiance à Binance parce que nous, on a fait le choix de Binance et que c'est la plus grosse plateforme aujourd'hui et qui, à notre sens, montre tous les signaux de confiance avec les preuves de réserve que je viens de vous parler tout à l'heure. Donc pour moi, c'est OK. Et je vous rappelle aussi que celui qui a le plus d'argent, celui qui est le plus exposé sur CryptoBulo aujourd'hui, c'est moi-même à titre personnel. Donc voilà, donc j'applique aussi moi-même le conseil que je vous préconise. Voilà par rapport à ça, on va enchaîner sur les améliorations. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je vais remettre le chat rapidement pour savoir si vous avez des questions par rapport à ça. N'hésitez pas, je ne vais pas en prendre 50 parce que vraiment j'ai beaucoup de choses à vous dire derrière sur l'amélioration qu'on a apportée, qui est à mon sens beaucoup plus importante et qui va beaucoup plus impacter votre capital avec ce qu'on va mettre en place, plus que l'actualité de FTX. Mais quand même, si vous avez une ou deux questions, n'hésitez pas, je vais en profiter pour y répondre. Donc il y a toujours un petit décalage de 30 secondes. C'est pour ça si à un moment donné vous m'entendez que je ne parle plus, c'est parce que au moment où je parle et au moment où vous vous entendez, il y a un décalage de 30 secondes. Ce qui fait qu'au moment où je vous ai dit allez-y, posez vos questions, bah derrière vous avez attendu 30 secondes avant d'entendre ça.
Alors, Natacha, c'est très clair, merci. Bonjour à tous. Ok. Donc, si c'est mon problème est que on dirait que les autorités de régulation essaient de s'en prendre aussi à Binance. Alors, il faut savoir que les autorités de régulation aux États-Unis, effectivement, mènent des enquêtes auprès de Binance, notamment pour des questions de blanchiment. Mais c'est pas parce qu'il y a des enquêtes qui sont menées par rapport à des événements qui sont passés il y a plusieurs années que ça veut dire forcément que ça va induire derrière une faillite. Il y a plein de, je dirais, il y a plein d'enquêtes qui sont menées, il peut y avoir des redressements, comme il peut y avoir des redressements fiscaux dans beaucoup d'entreprises. C'est pas pour autant que derrière ça va induire, je dirais, une faillite. Donc il faut bien faire la distinction aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, les médias se font plaisir parce que comme il y a une activité brûlante, une actualité brûlante autour de FTX, eh bien forcément ils se font plaisir, quoi. Donc voilà, donc faut pas tout mélanger. Et c'est pour ça, prenez vraiment avec des pincettes toutes les informations que vous voyez. D'ailleurs aussi, les médias n'ont pas beaucoup d'informations par rapport à ça, parce que vous imaginez bien que quand les autorités de régulation mènent une enquête sur un prestataire ou sur un exchanger, bah, tout n'est pas divulgué, quoi. Donc attention aussi à toutes les informations qui peuvent circuler et qui sont faites aussi pour faire peur, parce que c'est aussi une manière d'influencer le marché et de faire en sorte que le marché baisse pour pouvoir encore avoir des grosses baleines et des grosses institutions qui vont racheter des cryptos encore moins cher. Hélène, je parlerai pas aujourd'hui du stacking sur CryptoBulo. Ça fait partie des sujets en cours de réflexion, mais ça va vraiment pas être l'objet de la discussion aujourd'hui parce que justement ce que je vais vous présenter là, donc je vais repasser en chat désactivé. Ce que je vais vous présenter maintenant va vous permettre de constater qu'on travaille sur des améliorations qui sont bien plus puissantes que ce que permettrait le stacking. Donc voilà, donc on en arrive aux nouveautés de CryptoBulo. Donc si vous vous rappelez de la dernière fois, donc du live du mois dernier, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller consulter sur votre zone membre cryptobulo.net la partie ressources. Vous allez voir en fait tous les lives, donc notamment allez voir le dernier live qui était le live du mois de novembre 2022 et vous allez pouvoir voir que j'ai expliquer en fait ce qu'était l'indice CryptoBulo standard. En fait, l'indice CryptoBulo standard reprend la performance du top 30 avec justement cette mécanique de rééquilibrage. Et le mois dernier, je vous avais également dit qu'il y avait ces petits points qui allaient nous permettre d'identifier en fait quand le marché est sous-évalué et quand le marché est surévalué. Et vous pouvez voir notamment qu'ici, quand les points sont rouges, en fait, on est en haut de la courbe, alors que quand les points sont en bas, on est plutôt en sous-valorisation quand c'est bleu et c'est vert. Et donc, du coup, s'il y a ce CryptoBulo standard qui existe, c'est qu'il y a un autre CryptoBulo qui va exister. Et cet autre CryptoBulo, c'est le CryptoBulo qu'on va appeler tempéré. Alors, lui, le CryptoBulo standard, il suit la performance du marché. Mais on pourrait du coup identifier une amélioration, imaginer une amélioration de la méthode qui permettrait en fait de sécuriser une partie du capital quand le marché est en surchauffe. Donc, vous voyez ici que quand j'ai entouré en rouge, on voit bien que le marché est en surchauffe. Et donc, on pourrait se dire, bah tiens, si quand le marché est en surchauffe, on revend une partie du capital actif pour le mettre de côté et permettre du coup de réinvestir davantage quand le marché est sous-évalué, eh bien, on devrait avoir un effet de levier qui fait que, en fait, on vend quand c'est au plus haut, enfin, pas forcément quand c'est au plus haut, mais vraiment quand les prix, les valeurs sont extravagantes, et du coup, le capital qu'on récupère en vendant, eh bien, on se le met de côté pour attendre la prochaine chute et être en capacité de renforcer nos positions au moment où ça sera le plus bas. Parce qu'on se rappelle qu'on est sur vraiment une logique très long terme. Donc, la logique, ça serait celle-ci. On a le top 30 ici qui est la courbe bleue. Du coup, ça, c'est notre capital qui est en stock qui est positionné sur le top 30. Quand on a des fluctuations importantes ici au niveau du rouge, on revend du coup et on récupère des USDT, donc c'est-à-dire des stablecoins, donc de la valeur qui ne va pas bouger. Et quand on va passer en phase baissière où on sera en sous-valorisation, eh bien, on va utiliser ce stock d'argent de réserve, ce stock de stablecoin de réserve pour racheter et du coup démultiplier le nombre de cryptos qu'on aura ici parce que ici le marché sera au plus bas et donc du coup ce sera plus intéressant. C'est comme en ce moment le marché c'est les soldes, eh bien ça sera plus intéressant. Donc l'idée c'est ça, l'idée c'est de dire tiens
quand le marché est vraiment en survalorisation, attention, warning, on va revendre avant que ça se casse la gueule, disons les choses comme elles sont, et on va profiter du fruit de cette revente pour qu'au moment où on est en période calme ou plat, où ça baisse fortement comme en ce moment, eh bien pour pouvoir racheter et ainsi démultiplier le potentiel en fait. Du coup, maintenant, la question qui va se poser, c'est comment on va détecter ces zones de surchauffe, et ces zones de sous-valorisation du marché. Eh bien, en statistique, on va utiliser un outil qui va nous permettre d'analyser les variations. Et cet outil, ça s'appelle l'écart type. Et l'écart type, c'est toujours par rapport à la moyenne. Donc, l'écart type, lui, va permettre d'évaluer la moyenne des variations. Donc, vous voyez qu'ici, on n'est pas sur la moyenne, parce qu'on est sur le cumul du top 30. Mais du coup, l'idée, ça va être de dire, bah, tiens, comment le marché varie. Si on dépasse une variation normale, eh bien, on va commencer à tomber dans des zones rouges ou des zones plutôt vertes si on veut racheter. Pour vous expliquer comment fonctionne un écart type, vous voyez ici que, imaginons on a une classe de 10 élèves, il y a un premier examen qui est passé, et à cet examen, tout le monde a 10. Donc la moyenne des 10 élèves, elle est de 10 puisque tout le monde a 10. Maintenant, imaginons un deuxième examen qui est réalisé dans la même classe. Les 5 premiers élèves, ils ont 0, et les 5 derniers élèves, ils ont 20 sur 20. Donc on voit bien qu'on est encore sur la même moyenne, de 10 de moyenne, mais en revanche, la variation, elle, est très différente, puisqu'on a une variation de 10, puisqu'on a été à plus ou moins 10 par rapport à la moyenne. On est passé, on a la moitié de la classe qui est à 0, donc qui est à moins 10, la moitié de la classe qui est à plus 10 par rapport à la moyenne, qui est à 20. Et donc, on a une variation ici de 10, alors qu'ici, on a une variation de 0, tout ça pour la même moyenne. Et bien, du coup, c'est ça qu'on va calculer. Ça nous sert à ça, l'écart type, ça nous sert à calculer cette moyenne des variations. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est la courbe en bleu, c'est la moyenne, donc en bleu clair, hein, parce que la moyenne, la courbe bleue foncée, c'est la courbe de la stratégie crypto top 30. Et quand on prend la moyenne mobile, on obtient la courbe bleu clair. Donc bleu clair, c'est quoi? C'est en fait, on va faire l'addition des 20 derniers mois divisé par 20, et ce qui va nous donner la moyenne mobile sur 20 mois. Et donc, du coup, cette moyenne, elle va avancer. Donc là, ici, on a 20 mois d'historique. Ici, on avait 20 mois d'historique. Et ici, on a 20 mois d'historique. Et donc, c'est cette moyenne-là, en fait, qu'on fait évoluer dans le temps. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que la moyenne mobile, elle, varie presque que à la hausse, indépendamment des variations, on va dire, temporaires. Et donc, c'est ça qui va nous intéresser. Alors, on a pris 20 mois parce que 20 mois, c'est quand même on va dire la moitié d'un cycle, on est quasiment sur 2 ans, et donc c'est la moitié d'un cycle, et c'est ce qui va nous permettre aussi d'avoir une réactivité suffisante pour voir si en ce moment on est plutôt en sur-variation. Et donc on va prendre cette moyenne mobile à laquelle on va ajouter un écart type. Un écart type, du coup, c'est une variation standard. Et donc ici, vous pouvez voir que quand on ajoute un écart type, eh bien, à cette moyenne mobile, eh bien, on obtient la courbe grise. Donc, ce qui veut dire que tant que ma courbe du moment, elle est à l'intérieur, elle est entre ma moyenne mobile et ma moyenne mobile plus une variation, plus un écart type, eh bien, on est à peu près dans la tendance du marché. Parce que comme on est sur un marché haussier, on ne va pas trop regarder le fait de passer en dessous de la moyenne mobile. On va surtout regarder est-ce qu'on passe au-dessus de la moyenne mobile plus la variation moyenne. Donc, vous voyez que ces points-là où on est en vert, c'est OK parce qu'on est entre la moyenne mobile et la moyenne mobile plus une variation standard, plus un écart type. Maintenant, tous ces pics-là où en fait on dépasse la variation standard, ça veut dire que la courbe du moment a eu une variation plus importante que la moyenne des variations. Et donc, vous pouvez voir ici que la moyenne mobile plus la variation, elle est beaucoup plus haute parce qu'en fait, elle a intégré ces gros pics de fluctuation-là. Et vous voyez que ici, après 2 ans, 3 ans, en fait, où le marché était à plat, vous voyez que l'écart, en fait, la variabilité, la variation standard, elle a fortement chuté. Parce que ici, en fait, vous avez cette variation qui est là, qui se porte ici. Et donc voilà, donc nous, l'idée derrière, c'est de dire, tiens,
Dès qu'on est au-dessus de notre moyenne mobile plus un écart type, eh bien, attention, il y a danger, parce que là, en fait, on s'écarte fortement de notre variation standard, de notre variation habituelle. Et donc, l'écart à la moyenne, c'est un peu, voilà, c'est un peu comme un élastique, en fait, il y a une certaine élasticité. Et donc, plus on va s'éloigner de la variation standard, donc la variation moyenne, plus la tension va être forte, et plus la tension va être forte, et plus la correction sera violente. C'est-à-dire que plus le marché va s'éloigner de la variation standard, et plus la correction qu'elle va faire quand le marché va baisser sera importante. D'ailleurs, c'est ce qu'on a pu voir sur l'historique. En gros, on a pu voir que plus ça montait haut, et après, plus ça descendait bas. Et donc, l'idée, ça va être d'évaluer cette élasticité pour identifier le point de tension maximal et du coup, corriger notre position sur le marché avant que la correction s'opère de manière effective. Et donc, pour mesurer la tension, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un ratio entre le niveau actuel du marché, donc l'indice crypto-bulo standard, qui est la courbe bleue ici avec toutes les variations que vous voyez, et qu'on va diviser par la moyenne mobile plus une variation. C'est-à-dire pas uniquement la moyenne mobile, mais bien notre courbe grise. Voilà. Et parce que la courbe grise, c'est la moyenne plus une variation normale, plus une variation moyenne. Et donc, du coup, quand notre courbe bleue va être égale à la courbe grise, eh ben, on aura un ratio de 1 pour 1, parce que si vous divisez un montant par le même montant, vous obtenez 1. En revanche, dès que le ratio va être supérieur à 1, ça veut dire que le marché va être en surchauffe, c'est-à-dire qu'on va être au-dessus de la variation moyenne habituelle du marché. Et quand le ratio va être inférieur à 1, ça veut dire que le marché sera sous-valorisé, parce que ça voudra dire qu'en fait, le marché évolue de manière moins vite que la moyenne mobile plus une variation standard. Et alors que le logique, ce serait quand même qu'elle varie plus que la moyenne mobile, puisqu'on est sur un marché qu'on considère comme étant haussier sur le long terme. Et donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup regarder, on va essayer d'identifier ces points de tension. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tous les points là, et on a fait une boîte à moustaches. Alors, la boîte à moustaches, c'est quoi? C'est une représentation graphique, comme vous pouvez voir ici. Alors attention, je vous avais averti qu'il y aura un petit peu de statistiques ce mois-ci, donc j'essaie d'être le plus pédagogique possible. Une boîte à moustaches, ça permet d'avoir une représentation en fait de la distribution. C'est-à-dire qu'on va classer par ordre croissant les coefficients que l'on a trouvés. Donc c'est-à-dire que ici, là, j'ai divisé ce point-là, j'ai divisé ce point-là par ce point-là, ça m'a permis d'avoir un chiffre. J'ai divisé ce point-là par ce point-là, ça m'a permis d'avoir un chiffre. Ce point-là par ce point-là, ça m'a permis d'avoir un chiffre, et ces trois chiffres sont des coefficients. Enfin, voilà. Donc l'idée après, c'est de dire, tiens, ces chiffres-là, comment ils se répartissent sur l'ensemble de l'historique que l'on a. Et on peut voir donc du coup que la répartition, donc le minimum, c'est ici autour de 0,3. Ici, on a le premier quartile, donc c'est-à-dire qu'il y a 25% des points qui sont entre ici et ici. On a 25% des points qui sont entre ici et ici. Encore 25 ici et encore 25 ici. Donc, une boîte à moustaches nous permet en fait de répartir en 4 nombres d'occurrences en fait identiques, ou en tout cas homogènes, une distribution. Et la petite croix que vous voyez là, c'est la moyenne. Donc, on voit que la médiane est toujours proche de la moyenne. Et donc, par rapport à ça, on a évalué en fait des coefficients qui sont en fait issus de l'analyse qu'on a faite des différents, je dirais, coefficients d'élasticité qu'on a identifiés ici. Et donc, du coup, on en a déduit des déclencheurs. Donc, quand on est à 0,3 d'écart, donc là, on peut bien calculer chaque mois notre coefficient qu'on a, c'est-à-dire le marché, comment il se situe par rapport à la moyenne mobile plus une variation standard. Et du coup, on est capable d'évaluer si on est sur un point bleu, bleu clair, vert, vert clair, jaune, voilà, jusqu'au jaune foncé, jusqu'au rouge. Et du coup, là, on a des déclencheurs qui sont en fait des coefficients que l'on détermine par ce calcul que je viens de vous expliquer. Et en face de ce déclencheur, on va nous déterminer une règle de conduite, c'est-à-dire un coefficient à appliquer. Un coefficient sur un capital qu'on va faire bouger, soit du capital actif vers notre stock de réserve qui sera en USDT, ou soit de notre stock de réserve en USDT vers le capital actif, donc qui sera sur le top 30. Donc, quand on sera sur le vert, c'est-à-dire quand on sera en dessous de 1,
eh bien, on prendra une partie de ce capital. On prendra 10% de ce capital auquel on appliquera un coefficient. Donc, si par exemple, on applique un coefficient de 0,1 sur 10%, ben, ça fera 1% du capital qu'on basculera sur le capital actif. Mais maintenant, si on est sur un niveau très très faible de marché comme en ce moment, si on est à 0,3, eh bien, on prend ce même coefficient de 10%, on va dire, du capital ici qui est en stock, on va le multiplier par 3, donc on va prendre 30% du capital en stock pour le basculer en capital actif. Et à l'inverse, quand on sera sur une fluctuation de marché qui sera tellement importante qu'on sera au-delà des 1,9, 1,9 c'est énorme, parce qu'on parle bien de la moyenne mobile plus un écart type. Donc on sera 1,9 au-dessus de cette variation qui est déjà standard en fait. Donc là, on voit bien qu'on est sur des pics qui sont démentiels. Et donc là, pour nous, ça sera vraiment alerte rouge. Et on fera 3 fois 10%. Donc on prendra 30% du capital actif pour le basculer en stock de réserve, enfin en capital de réserve pour par la suite, quand le marché sera plus bas, racheter. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour ça, mais de toute façon, je pourrais retraiter la question. Du coup, maintenant, quand on regarde qu'est-ce qui se passe avec ce fonctionnement-là, on se rend compte que donc, en bleu, vous avez le capital actif. En vert, on a le capital de réserve. Alors, le capital de réserve, lui, s'alimente à chaque fois que le marché est trop à la hausse parce que du coup, on revend du capital actif pour eh bien, cumuler du capital de réserve. Et quand le marché est au plus bas, du coup, on repositionne du capital de réserve sur capital actif. Et donc, on peut voir que sur le dernier pic qu'on a connu ici en 2021, le marché a vraiment fortement augmenté. Il s'est fortement écarté de la moyenne mobile plus une variation standard. Et donc, du coup, quand le marché a fortement augmenté, c'est ici que nous, eh bien, on a pris du capital qui était actif pour le mettre dans la zone de réserve. Donc, c'est pour ça qu'on voit que le capital de réserve a lui fortement augmenté. Et ensuite, quand le marché a chuté, eh bien, notre capital a baissé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a repositionné du capital de réserve sur le marché. Donc, c'est comme en ce moment, on a tout intérêt à rajouter du capital pour racheter des cryptos parce que le marché est au plus bas et donc c'est les soldes. Et quand on fait le cumul de ces deux courbes, la courbe bleue plus la courbe verte, donc le capital actif plus le capital en stock de réserve, eh bien, on obtient l'évolution globale de notre capital qui, lui, est en jaune. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que cette courbe-là, cette courbe qui est jaune, est-ce qu'elle fait mieux et si elle fait mieux, quand est-ce qu'elle fait mieux et quand est-ce qu'elle fait moins bien que CryptoBulo standard. Donc voilà, et là, c'est ce slide-là. Donc, on voit ici la variation du CryptoBulo standard qui, forcément, quand il y a des fortes fluctuations à la hausse, eh bien, on prend toutes les hausses. Et CryptoBulo tempéré qui, lui, en fait, va identifier les points où l'élasticité est trop importante, la pression est trop importante du marché. Donc, du coup, on préfère sortir ici une partie du capital du marché. Donc, forcément, on ne profite pas de toute la hausse. On a moins de hausse, mais on a sécurisé une bonne partie du capital, ce qui nous permet, au moment où le marché est à la baisse, de se repositionner et de reprendre du capital. Et ça nous amène à obtenir sur du coup cet intervalle de temps qui est entre août 2016 et août 2022, ça nous permet d'obtenir 86% d'amélioration. Et vous voyez bien que ici, dans l'amélioration qu'on a obtenue de 86%, en fait, il y a un potentiel de gain qui est encore plus important par la suite. Parce que là, on rachète des cryptos à prix vraiment très faible, ce qui va nous permettre d'obtenir une progression encore plus forte par la suite. Et donc là, sur un capital de 10 000 euros de départ, ici, on est à 380 000 euros après la forte baisse qu'il y a eu, alors qu'on était monté à 1 200 000 euros. Et bien ici, avec le CryptoBulo tempéré, on obtiendrait 730 000 euros de mémoire ici de capital, donc presque 2 fois plus, donc 86% de plus, de mieux que ce qu'aurait fait CryptoBulo standard. Maintenant, il ne faut pas aussi se cacher que quand le marché est fortement à la hausse, comme par exemple ici, eh bien, nous, comme la logique, c'est de ne pas s'exposer trop quand le marché est trop à la hausse, parce qu'il y a une distorsion du marché qui, pour nous, est trop importante, eh bien, c'est vrai qu'on va passer une partie du capital en réserve,
Et donc, eh bien, il y a des moments dans l'année, où il y a des moments sur la période où on va faire moins bien que le marché. Parce que justement, on ne va pas prendre tous ces pics-là. Vous voyez que le pic qui est là, on ne l'a pas pris parce qu'on est sorti avant. Et de la même façon que ici, en fait, tout le pic qui était déraisonnable sur 2017, on ne l'aurait pas pris avec cette stratégie-là. Et donc, si vous choisissez de prendre crypto-bulle tempéré, il faut accepter l'idée de faire moins bien que le marché quand le marché en fait est en surchauffe totale. Parce que justement, la logique, c'est de dire, nous, on ne va pas attendre que le marché se casse la gueule pour réagir, parce que d'ailleurs, notre logique, ça n'est pas de réagir. Notre logique, c'est d'avoir une règle qui est clairement définie à l'avance et ensuite de s'y tenir. Donc, voilà. Après, ça peut être, vous pourriez aussi avoir une logique de dire, écoutez, moi, CryptoBulos, j'y crois, mais j'attends le prochain bull run et quand ça arrivera là, je vendrai. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous serez, vous, que ça va atteindre là et qu'est-ce qui va vous dire que ça ne va pas rechuter avant. C'est toute la question qu'on essaye en fait, de supprimer avec CryptoBulo en mettant en place des automatismes. En tout cas, moi, quand j'ai pensé à ce système-là, je me suis dit, on ne peut pas, à chaque fois qu'il y a un bull run, on ne peut pas, à chaque fois qu'il y a une explosion du marché, on ne peut pas, nous, mettre tout notre capital comme ça à risque et derrière de se prendre un revers de main, un revers de médaille parce que le marché chute fortement. Et moi, ma logique, c'était de dire comment on peut sécuriser et pérenniser nos gains sur le long terme. Et la logique que font toutes les grandes institutions, c'est de revendre quand le marché monte petit à petit et de racheter quand le marché baisse petit à petit. Et donc là, la logique que j'ai voulu adopter, c'est exactement la même. Et du coup, c'est pour ça que je vous ai expliqué un petit peu tous les calculs que j'ai utilisés. Donc voilà, donc l'idée, c'est effectivement quand le marché est fortement à la hausse, de sécuriser du capital dans on va dire un stock temporaire de stablecoin du SDT pour être en capacité de racheter au plus bas. D'autres points à mentionner, c'est que du coup, la réserve ne s'alimentera qu'à la prochaine période de surchauffe. À un moment donné, je me posais la question, est-ce que maintenant, par exemple, on pourrait dire on met de l'argent en stock de sécurité ou est-ce que, par exemple, des ajouts de capital, on les met en stock de sécurité et du coup, en stock de réserve, pardon, et que du coup, ça nous permettra, si ça continue de baisser, de racheter plus au moment où ça continue à baisser. Le problème de ça, c'est qu'on ne sait jamais en fait à quel moment on est par rapport à la prochaine hausse. Et du coup, je me suis rappelé, enfin, je me suis dit, tiens, et restons dans la philosophie du bulot. C'est quoi la philosophie du bulot? La philosophie du bulot, c'est d'avoir le moins de règles liées à l'intelligence, en fait. Avoir des règles qui sont simples et d'être sur du long terme. Et donc, sur du long terme, moi, mon objectif, c'est de garder 15 ans, 20 ans les cryptos. Je vous ai dit que moi, l'idée, c'était voilà, je serais multimillionnaire avec les cryptos grâce voilà, à CryptoBulo. Donc, moi, ma logique, c'est ça. Alors après, vous pouvez sortir dans 2-3 ans, ou dans 3-4 ans, ou dans 5-6 ans, enfin, quand vous voulez. Mais ma logique à moi, c'est vraiment de passer ces périodes temporaires où il peut y avoir des cycles haussiers et baissiers et de vraiment de maximiser la performance avec ces cycles qui vont s'enchaîner parce qu'on va certainement en vivre 3, 4, 5 cycles peut-être sur les 15, 20 ans qui vont venir. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un effet de levier sur ces cycles-là. Et donc du coup, de ne pas m'arrêter au prochain cycle. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a défini que tout l'ajout de capital, les ajouts de capital que vous allez faire seront systématiquement mis sur le capital actif, donc ils seront mis sur le top 30 et que c'est à la prochaine zone de surchauffe en fait qu'on va commencer à alimenter ce stock de réserve. Et donc l'effet de levier dont je vous ai parlé, il ne fonctionnera qu'à partir de la prochaine phase de sous-valorisation. Donc il va falloir attendre le prochain pic et ensuite la prochaine sous-valorisation. Donc peut-être que vous allez me dire, ah bah Florent, tu nous as vendu du rêve, finalement cette amélioration va porter ses fruits que dans 2-3 ans. Oui, mais justement, vous voyez que nous, on travaille vraiment dans une logique long terme et les gains vont, je pense, vraiment être exceptionnels avec cette performance. En tout cas, sur ce qu'on a backtesté, les résultats sont exceptionnels. Après, on ne pourra jamais faire moins bien que la performance qu'on a vue parce qu'en fait, pas qu'on pourra faire moins bien, mais c'est que tel qu'on a défini en fait les règles de fonctionnement, le pire qui pourrait se passer dans notre situation, ce serait qu'en fait on n'atteigne jamais les 1,9 en considérant qu'en fait c'est un événement qui est arrivé dans le passé mais qui ne se reproduira plus par la suite. Donc voilà, mais du coup il y aura toujours ce mécanisme-là qui se mettra en place
Ce que je veux dire, c'est que le pire risque qui peut se passer, c'est qu'en fait, le mécanisme qu'on a mis en place se mette en place de manière moins poussée, moins intense. Parce que là, vous voyez que quand on est en zone rouge comme ici, on retire 30%. 30%, c'est vraiment important. Mais quand on atteint déjà une zone orange comme le 1,6 de coefficient, en déclencheur, on est déjà sur 10%. Donc 10%, si ça dure sur quelques mois, bah, ça peut déjà avoir un impact. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce qui va après, on ne peut pas prédire l'avenir, mais par rapport à ce qui pourrait arriver, on sera du coup sur des coefficients qui pourraient être moindres, mais du coup la stratégie fonctionnera toujours sur des coefficients qui seront moindres. Et si ça dépasse 1,9, alors là par contre, effectivement, on arrivera sur ces coefficients qui sont importants de correction pour arriver justement à cette notion d'avoir une évolution tempérée de notre capital. Voilà, et ce que je voulais dire aussi, c'est que ça sera applicable uniquement à partir de 4000 dollars de capital actif, parce que nous, ce qu'on maximise, ce qu'on priorise en fait, c'est que votre capital soit sur le top 30. Et donc, il faut, pour être sur le top 30, il faut 3000 dollars. Et du coup, on s'est pris 1000 dollars de marge de sécurité. Et le dernier point que j'ai à vous dire avant de réouvrir le chat, c'est que du coup, à partir de maintenant, il y aura deux stratégies en parallèle pour les abonnés de CryptoBulo. Soit vous choisissez CryptoBulo tempéré avec cette règle de fonctionnement où du coup il y aura ce stock de réserve qui va s'alimenter lors du prochain bull run, de la prochaine explosion du marché, si on atteint enfin voilà, avec les règles de calcul que je vous ai mentionnées ici. Soit vous restez sur CryptoBulo standard, auquel cas bah, vous suivrez exactement la variation du marché sur le top 30. Donc il y a un choix à faire de votre côté, sachant que l'idée c'était que cette présentation vous permette de faire un choix éclairé. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Voilà, et puis donc il y a d'autres choses auxquelles on a pensé pour la suite, mais déjà je pense qu'il y a beaucoup d'informations dans ce que je viens de vous dire, donc on va rester là-dessus pour cette présentation. Donc du coup je réactive les questions-réponses, donc n'hésitez pas. Je suis aussi à votre écoute pour que vous me disiez un petit peu ce que vous pensez de cette amélioration, parce qu'on a beaucoup bossé pour que bah, voilà, ça soit actif. Et si juste le dernier truc, c'est que du coup pour basculer sur CryptoBulo tempéré, donc par défaut vous êtes tous sur CryptoBulo standard. Pour basculer sur CryptoBulo tempéré en gestion, il faut simplement envoyer un mail au support pour simplement leur dire, voilà, j'ai vu la présentation de Florent, j'aimerais basculer sur le fonctionnement CryptoBulo tempéré pour pouvoir justement profiter de cette stratégie. Anthony, la méthode initiale de CryptoBulo se basait sur une hausse du marché des cryptos, courbe d'adoption de la blockchain. Ok, mais le CryptoBulo tempéré va quasiment annuler cela. Est-ce que tu penses toujours que le marché des cryptos va continuer de progresser? As-tu changé d'avis à ce sujet? Alors non, alors Anthony, attention, CryptoBulo tempéré se base toujours sur la hausse du marché. Parce que en fait, l'idée, c'est justement de... mais en fait, on va toujours miser sur la hausse, mais en essayant en fait d'éviter les... En fait, l'idée, c'est de revendre quand le marché est vraiment trop à la hausse et pour racheter quand le marché est encore à la baisse. Mais si on rachète quand le marché est à la baisse, c'est bien dans l'idée qu'ensuite, ça va encore augmenter. Mais ce qu'on souhaite éviter avec CryptoBulo tempéré, en fait, c'est de passer par des pics trop importants et justement de bénéficier de ces cycles de pics à la hausse comme à la baisse pour faire un effet de levier. Et donc, on est bien toujours sur un marché haussier parce que CryptoBulo tempéré ne sera jamais, gagnant, ne va jamais générer des plus-values si le marché est baissier. Parce qu'en fait, si le marché est baissier sur 15 ans, bah, du coup, en fait, on va ne faire que racheter à la baisse des cryptos, mais en fait, notre capital ne va jamais cesser que de baisser. Donc, on est toujours sur le même préambule qui est que le marché est haussier sur le long terme. Et on profite toujours de cette hausse. C'est juste qu'en fait, on va avoir un effet de levier supplémentaire en revendant quand le marché est vraiment trop fort pour récupérer du capital avant que le marché soit baissier, pour utiliser ce capital-là quand le marché sera vraiment très faible pour réinvestir davantage. Donc en fait, c'est plutôt un effet de levier par rapport à la stratégie habituelle de CryptoBulo standard. J'espère que, Anthony, c'est clair pour toi. Hélène, bonne stratégie si on veut membre des risques, si on veut perdre des risques par ailleurs, il y a de quoi faire.
Si on veut prendre des risques par ailleurs, je pense que c'est ça que tu voulais dire, Yann, et il y a de quoi faire. Oui, effectivement. Kevin qui retient 86%, effectivement, je pense que c'est la bonne chose à retenir. Bonjour, est-ce qu'on peut envisager dans des longues phases passives, c'est-à-dire quand on est en USDT, de faire du stacking? Vous revenez avec cette question de stacking. On va traiter le stacking, ça fait partie des choses sur lesquelles on va réfléchir. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le stacking va apporter quelques pourcentages de plus d'intérêt par an. Mais par rapport à la performance qu'on attend sur le marché des cryptos, ça va être vraiment marginal. Et aussi par rapport à l'amélioration que là, on a apporté, ça va être vraiment marginal. Maintenant, effectivement, oui, Pierre, ça fait partie des choses qu'on a dans notre stock d'idées d'amélioration pour apporter au logiciel. Mais il y a d'autres contraintes qui sont liées au stacking. Notamment, une des premières contraintes que moi je vois, c'est que dans MiCA, la régulation européenne, ils ont déjà prévu qu'il sera interdit de rémunérer les stablecoins. Donc, parce que justement, ils vont vouloir que leur stablecoin lié à l'euro ou lié au dollar, bref, lié aux États, puisse être concurrentiel. Et donc, du coup, s'il y a à côté des stablecoins qui rémunèrent, bah, du coup, il n'y aura plus lieu d'utiliser les stablecoins étatiques. Donc, du coup, Pierre, nous, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est vraiment des choses sur le long terme. Et si déjà MiCA tue dans l'œuf les stablecoins, on ne va pas miser sur le fait que dans 4 ans, MiCA va apparaître pour pouvoir utiliser pendant 4 ans le staking. Nous, on est vraiment sur une logique long terme. Mais effectivement, Pierre, on réfléchit à ça. C'est juste que j'essaie de te donner tous les éléments un petit peu qui nous amènent à avancer sur cette réflexion. Christine, y a-t-il un coût pour passer à crypto-bulle tempéré? Non, absolument pas. Il n'y a pas un surcoût. La logique reste la même, 27 € par mois ou 270 € par an, plus 5% des gains avec les frais sur gain, sachant que nous, forcément, plus vous allez gagner et plus on gagnera sur les 5%. Donc, en fait, c'est là que se fait pour nous la variation. Thierry, hello Florent, franchement bravo, super job. Comment on fait un versement complémentaire pour atteindre les 4 000 $? Il sera mis en USDT ou en crypto. Alors, tous les ajouts de capital que vous êtes amenés à faire, faites-les en USDT. Ça nous permet d'identifier que c'est un ajout de capital. Donc voilà, donc je pense que ça répond à ta question et du coup, ça sera intégré à ton prochain rééquilibrage. Et si tu viens juste d'avoir fait ton rééquilibrage, tu nous envoies un petit mail et on te refait un rééquilibrage manuel pour intégrer les 4 000 $ que tu as ajoutés. Alors, Daniel, pourquoi moustache? Alors là, pourquoi boîte à moustache? Parce qu'en fait, la forme même du graphique fait penser à une moustache si vous le mettez à l'horizontale. Thierry, ça a l'air sympa, mais quand tu fais du rétro-test, tu connais l'avenir de ces événements, mais dans la vraie vie, on ne sait identifier jusqu'où ça monte et où ça baisse, ni quand. Oui, c'est pour ça que j'ai un peu, je suis un peu passé sur ce point-là, Thierry, en te disant que effectivement, c'est des choses qu'on a préconfigurées sur la base de l'historique, mais on ne sait pas du tout dans quel sens avancer. Le sens de l'histoire, c'est quand même que les variations, plus on avance dans le temps, et moins elles seront importantes. Elles seront importantes par rapport à deux choses. Un, il va y avoir de plus en plus de liquidité sur le marché, et plus il y a de liquidité sur le marché, et plus du coup le marché est stable. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que plus le marché va avancer, plus le marché va évoluer à la hausse. J'ai failli faire tomber un verre d'eau. Plus le marché va évoluer à la hausse et plus en fait les variations vont être moindres. Parce que quand le Bitcoin sera à 60 000, à 100 000, 200 000 ou 500 000, forcément les variations vont être beaucoup moins importantes que quand elles sont passées de 10 € à 5 000 ou même 60 000. Donc voilà, donc il y a ces deux effets-là qui vont faire que forcément les fluctuations seront moindres, mais aussi c'est pour ça aussi qu'on a tout un panel en fait de coefficients qui sont appliqués. Si je retrouve mon chart, c'est pour ça qu'on a tout un panel de coefficients ici qui sont appliqués. On a 4 déclencheurs quand le marché est sous-valorisé et on a 4 déclencheurs quand le marché est survalorisé. Voilà. Après, on va bien sûr suivre ça, mais l'idée c'est d'en rester le plus proche. Voilà. Mais on va suivre ça bien sûr dans le temps. Ok, je comprends mieux. Très clair, bravo. En cas de décès, comment les descendants peuvent-ils récupérer? Françoise, oui, très bonne question, Françoise. Ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit. Donc, ça va faire partie des améliorations qu'on va apporter
en 2023. Donc, on va vraiment se poser sur ce cas de figure-là. Tu n'es pas la seule à nous avoir remonté cette problématique-là. Donc, effectivement, ça va faire partie des problématiques qu'on va traiter. On va réfléchir à un système qu'on peut mettre en place. Vraiment, nous, on aimerait à terme que CryptoBulo devienne comme une assurance vie et que du coup, le fonctionnement soit un peu le même, quoi. Donc, on va réfléchir à ça. Ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps, c'est vous conseiller. Et la première chose qu'on peut vous conseiller, c'est d'avertir votre entourage que vous avez de l'argent sur Binance et il fonctionne tout seul avec CryptoBulo. Nous, ce qu'on peut vous aider, c'est du coup de whitelister des adresses des personnes de votre famille. Donc, par exemple, si vos enfants se créent un compte sur Binance, ils ne sont pas obligés d'être sur CryptoBulo. Ils créent leur compte sur Binance et nous, on pourra vous aider à whitelister, c'est-à-dire à enregistrer dans votre compte Binance leur compte pour pouvoir derrière plus facilement faire un transfert. Et donc, le jour où vous décédez, si vous leur avez mis dans le testament le code d'accès à votre compte Binance, eh bien, ils seront en capacité de se faire un transfert de votre compte à leur compte parce que du coup, ils auront accès à votre compte et leur compte sera déjà whitelisté en fait. Donc voilà, ça fait partie des conseils qu'on peut vous donner dans un premier temps. L'idée à terme, c'est qu'on puisse avoir vraiment une offre plus personnalisée où on peut vraiment vous accompagner et voire même déclencher nous-mêmes le transfert d'argent. Voilà, Françoise, ok. Marc, cette nouveauté me semble très intéressante et je suis prêt à augmenter mon capital actif pour pouvoir basculer sur CryptoBulo temporaire. Dans quel délai cette stratégie sera opérationnelle? Alors, elle est déjà opérationnelle, c'est-à-dire qu'on a déjà mis en prod, nous, cette version-là du logiciel. Je suis en train de voir que j'ai des cernes, j'ai trop travaillé. Excusez-moi pour cet aparté. Donc, elle est déjà opérationnelle. Il suffit juste d'envoyer un mail à support@crypto-bulo.com et vous envoyez simplement un message en disant je souhaiterais basculer sur CryptoBulo tempéré. Et donc, du coup, on vous mettra cette configuration-là. Ensuite, on prévoira dans la zone membre de pouvoir demander directement dans la zone membre, mais un simple email suffira pour qu'on vous bascule sur cette stratégie-là, sachant que vous avez compris qu'elle sera là, elle est opérationnelle dans le sens où le logiciel, lui, il fait déjà tous ses calculs pour savoir s'il doit l'appliquer ou pas. Vous avez compris que ça sera applicable à la prochaine croissance du marché. Envisagez-vous de passer le rééquilibrage en hebdomadaire? Non, ça n'est pas l'objet. En tout cas, c'est pas l'idée. Parce que en fait, le problème, c'est que plus on va multiplier les rééquilibrages et plus on va augmenter les frais que vous allez avoir. Et on n'a pas noté qu'en hebdomadaire, on avait une meilleure performance. Donc voilà. Après, je ne sais pas s'il y a une autre question derrière celle-là, Christelle. Qu'est-ce qui t'invite à penser qu'un rééquilibrage hebdomadaire serait plus pertinent? Et après, ceux qui veulent, une fois de plus, ceux qui veulent basculer sur tempéré, moi, je vous fais un gros warning parce que faut vraiment que vous soyez dans la stratégie du bulot, parce que moi, je vais appliquer le tempéré, j'y crois fortement, parce que quand le marché va exploser, quand il va repartir à la hausse de manière démesurée, vous allez constater sur votre compte qu'on va revendre une partie importante de votre capital actif pour le sécuriser et le mettre en stock de réserve. Donc là, vous dites sur les graphiques, c'est tout beau, c'est tout joli, je veux ça. Mais sachez que quand vous allez être face à la réalité du marché, où le marché va vraiment augmenter, vous allez dire, mais pourquoi ils vont alors que c'est là que ça monte, c'est là que ça monte. Justement, nous, on va être vraiment en mode, c'est automatique. Et si le logiciel a identifié que la hausse est trop importante, on va revendre de manière importante. La plus grosse revente qu'on peut faire, c'est 30% de votre capital actif sur un mois. Voilà. Et si les mois suivants continuent à être vraiment trop importants, bah voilà, on peut quasiment retirer la moitié, voire les 2 tiers de votre compte en 2-3 mois. Mais à chaque fois, c'est 30% de tout le capital. Donc, ça peut jamais tomber à zéro. Qu'en est-il des 5% dans ce CryptoBulo tempéré? Eh bien, en fait, le fonctionnement est exactement le même. C'est-à-dire que nous, on va regarder la valorisation de votre capital. Donc, dans les périodes où le capital aurait monté beaucoup plus avec CryptoBulo standard, bah, nous, en fait, on va prendre juste les 5% que vous avez eu enregistrés en tempéré. Mais forcément, au moment où il va y avoir l'effet de levier qui va s'opérer parce que vous aurez pu racheter davantage de crypto grâce au fait que vous allez renforcer plus vos positions quand le marché sera baissier, sous-valorisé, et bien là, forcément, il y aura plus de gains. Donc, les 5% de gains seront sur un capital qui sera plus important.
Mais du coup, en fait, si on reste sur cette logique de 5% de gain. Dominique, sera-t-il possible également de basculer quand j'atteindrai les 4 000 $? Pour l'instant, je ne suis pas en bénéficier. En fait, nous, ce qu'il faut vous dire, c'est que tout est déjà pré-paramétré. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous dites que vous souhaitez basculer sur CryptoBulo tempéré, si vous êtes en dessous des 4 000 $, la stratégie ne va pas s'appliquer simplement parce que le premier contrôle que fait la stratégie, c'est que vous ayez 4 000 $. Mais vous serez quand même paramétré sur cette stratégie-là. Donc, il vaut mieux le faire maintenant et du coup, après, c'est définitif, c'est fait et c'est réglé comme ça. Voilà. Après, aujourd'hui, on n'a pas trop réfléchi à ça, mais vous ne pourrez pas, vous pourrez pas passer d'une stratégie à l'autre. Enfin, je sais pas, il faut qu'on réfléchisse à ça, mais si vous basculez d'une stratégie à l'autre, vous rentrez dans une logique, en fait, où le fait de basculer d'une stratégie à l'autre va induire une variation de la performance qui sera plus importante que la stratégie en elle-même. Je vous donne un exemple. Si vous partez sur, si vous démarrez en CryptoBulo tempéré et donc qu'on revend quand le marché est au plus haut et quand ensuite on stoppe et on passe en CryptoBulo standard, en fait, on ne va pas racheter avec le stock de réserve parce qu'on ne va pas utiliser votre stock de réserve et on va considérer que c'est un stock qui est sécurisé. Donc voilà, si vous prenez la décision, vous la prenez de manière plus ou moins définitive. Aujourd'hui, je dis définitive, on va se pencher sur la question pour voir un petit peu les répercussions que ça peut avoir, mais je pense qu'il faut, une fois de plus, rester dans la logique du bulot. Une fois qu'on a mis en place le système, on n'y touche plus et on laisse fonctionner tout seul. Julien, pourquoi prendre une moyenne mobile sur un mois seulement en bourse? C'est 200 jours. Alors, on ne prend pas une moyenne mobile sur un mois, hein. On prend une moyenne mobile sur 20 mois. Et nous, on est au mois, donc 200 jours, c'est valable quand tu es à la journée. Nous, on prend une moyenne mobile sur 20 mois. Ce qui, voilà. Et la moyenne mobile qui est suivie, c'est aussi 200 semaines. Voilà. Nous, on est sur 20 mois. Et si on était sur 200 semaines, en fait, le problème de 200 semaines, c'est qu'on est sur quasiment un cycle. Et donc, du coup, on n'aurait pas le temps de voir, ça varierait pas assez. Délai pour être opérationnel. C'est opérationnel dès maintenant. Le seul sujet, c'est que je vous ai dit que les calculs, la surchauffe du marché, elle n'interviendra que quand le marché va repartir à la hausse. Michel, tes exemples de performance sont sur 6 ans, de 2016 à 2021. Or, le CryptoBulo n'a pas cette ancienneté. Oui, mais en fait, on a backtesté. Pour nous, en fait, c'est facile de backtester puisqu'en fait, il suffit d'accéder à l'historique de la valeur des cryptos du top 30 depuis le démarrage, en fait. Donc, nous, on a des stats depuis, en fait, août 2016. C'est là où, en fait, on commence à avoir les 20 mois d'historique. Donc, du coup, c'est là qu'on peut commencer à avoir cette moyenne mobile de 20 mois pour justement calculer la moyenne mobile plus l'écart type. Donc, oui, Michel, le CryptoBulo n'est pas aussi vieux que ça, mais la stratégie, elle, tu peux la backtester, c'est-à-dire tu peux la tester en remontant dans le temps, parce qu'en fait, le top 30 a toujours existé. Le top 30 des cryptos a toujours existé. Est-il possible de souscrire à 2 stratégies différentes? Alors, oui, Stéphane, mais alors dans ce cas-là, il y aura 2 abonnements et il faudra que tu aies soit 2 sous-comptes différents ou 2 comptes différents. Jacques, l'ajout de capital en USDT, c'est hormis les ajouts de capital mensuels. Non, en fait, quand vous faites un ajout de capital mensuel, vous le faites en USDT. Donc, peu importe. Ça peut être un ajout de capital temporaire, enfin, vous faites une fois et ça peut être le mensuel et c'est toujours de l'USDT. Après, si vous achetez du Bitcoin, on va aussi le rééquilibrer. C'est juste que si vous achetez directement une crypto, vous vous soumettez en fait à la fluctuation du marché entre le moment où vous déposez votre capital et le moment où nous on le rééquilibre. Donc, vous prenez le risque en fait d'avoir une variation du marché et voilà. Pierre, donc la stratégie de tempérer, c'est de vendre par palier dans les phases de surchauffe du marché, puis de racheter par palier quand le marché est en bas et se remet à remonter. Exactement, Pierre, tu as tout résumé.
Parce que en fait, ça va se faire par palier, parce que en fait, vous avez vu que les coefficients sont de plus en plus importants. Plus on s'écarte en fait de la moyenne mobile, euh, plus un écart type. Donc oui, Pierre, tu as très bien résumé la chose. Stéphane, c'est la première fois que je vois une approche si complète et humaine. Je découvre. Merci Stéphane pour ton retour. Alexandre, donc il faut avoir 4 000 $ après l'explosion pour que le mode tempéré soit applicable. Si je dois ajouter par exemple 1 000 $ sur un marché baissier, il va falloir ajouter du capital pour rester au-dessus des 4 000 chaque mois pour contrer la baisse. En fait, il ne faut pas le voir comme ça, Alexandre. En fait, restez sur le capital que vous voulez mettre. Ensuite, restez sur l'ajout de capital que vous voulez mettre mois par mois. Et de toute façon, si vous êtes à 3 000 aujourd'hui, même si le marché continue un peu à descendre à 2 500 € ou à 2 000 €, quand le marché va repartir à la hausse, et bah, vous avez votre ajout de capital aussi qui va aussi compenser un peu la baisse du marché si elle continue à baisser. Mais là, dites-vous bien quand même qu'on a baissé quand même très très bas. Là, le Bitcoin est à 17 000. Enfin, quand je vous dis que c'est les soldes, c'est vraiment les soldes, hein. Il y a beaucoup de membres de CryptoBulo qui m'ont dit est-ce que c'est le moment de recharger la mule? J'ai envie de vous dire oui, bah oui, parce que on peut pas prédire si ça va continuer à baisser ou pas, mais en tout cas, on sait que 17 000, c'est extrêmement bas par rapport au plus haut qu'on a connu l'année dernière à 69 000, quoi. Donc oui, oui, c'est vraiment un moment où là, on est vraiment bas, quoi. Voilà, mais peu importe. Mais du coup, restez sur votre logique, vous, et laissez faire le marché. Si vous ne pouvez pas profiter de crypto bulot tempéré pour le prochain cycle de hausse parce que ça n'a pas monté suffisamment, eh bien, vous en profiterez au cycle de hausse suivant. Et puis, peut-être aussi qu'il n'y aura pas de cycle de hausse aussi important que ce qu'on a connu dans le passé, mais ça va être progressif comme l'Internet, et puis c'est peut-être dans 5-6 ans où ça va vraiment exploser. Et entre-temps, bah, ça va faire une très bonne progression, mais de manière beaucoup plus lente que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Laissez faire les choses. Arrêtez de vous poser des questions. Crypto Bulot, le nom a été choisi pour qu'on se projette. Si j'étais un bulot, qu'est-ce que je ferais? Je me poserais pas de questions. Donc voilà. Donc c'est ça le mieux que j'ai à te répondre, Alexandre. Moins tu te poseras de questions, mieux ça sera. Mais voilà, restez dans la logique qu'on est sur du long terme et que sur le long terme, ça va apporter ses fruits. Tac, tac, tac. Après, c'est sûr que nous, on vous l'a expliqué dès le départ. Le top 30, c'est à partir de 3 000 $. Ensuite, entre 1000 et 3000, c'est le top 10. Et entre 500 et 1000, c'est le top 5. Donc, c'est sûr que pour profiter déjà pleinement de la stratégie de manière normale, il faut mettre plus de 3 000 € de capital. Mais une fois de plus, si vous rentrez dans une logique d'ajout de capital récurrent, mettez 3 000 et après mettez par exemple 100 € par mois si c'est quelque chose que vous pouvez faire qui sans voilà, vraiment en mode comme si vous le mettiez sur une assurance vie en fait, comme si vous constituez un capital et vous savez que c'est un capital qui va être amené à avoir des fluctuations passagères, mais si vous le projetez sur du long terme comme une assurance vie, il y a franchement voilà, il y a peu de chances que pour la prochaine progression vous ne soyez pas à 4 000 € avec ça. Hélène, ne peut-on pas avoir à terme deux portefeuilles avec deux stratégies différentes? Alors oui, Hélène, mais ce sera deux abonnements différents et il faudra utiliser deux comptes différents ou deux sous-comptes différents. Et je vous rappelle que pour accéder à la stratégie des sous-comptes, il faut avoir 10 000 € de capital sur Binance. Thierry, est-ce qu'un tableau de bord, quelque chose quelque part, ou avoir accès aux indicateurs utilisés pour la stratégie tempérée, le ratio notamment qui indique l'état du marché, qui peut nous inciter à faire un versement complémentaire. Alors Thierry, déjà, quand vous allez sur cryptobulot.net, vous avez les points dans l'onglet Mon évolution, vous avez les points. Donc vous voyez vous voyez les points actuels. D'ailleurs, je peux peut-être y aller si ça fonctionne. Tac, tac, tac. J'ai si ça fonctionne parce que comme tout à l'heure on a mis en prod la nouvelle version, du coup pendant quelques temps les accès n'ont pas fonctionné. Donc voilà, donc je vais dans voilà, du coup ça a tellement changé qu'il n'y a même plus le graphe. Je ne sais pas ce qu'a fait Megan, mais bon, si, je vais quand même vous le montrer. Et en fait, il n'y a plus le graphe avec tout l'historique. Bon, il faut que je rediscute avec ça avec l'équipe dev. Je vais vous partager.
Voilà, quand vous allez ici sur l'onglet, voilà, donc il y a label évolution, donc là, vous voyez, il y a une petite erreur ici, donc on va corriger ça, mais c'est évolution. Et donc dans évolution, vous avez ici l'indice crypto-bulle standard. Donc vous voyez déjà ici qu'on est en vert. Alors on n'est pas en bleu, mais on est en vert. C'est-à-dire qu'on est déjà en sous-valorisation. On n'est pas en sous-valorisation extrême parce qu'on n'est pas en bleu, mais on est quand même en vert. Et ici, donc là, je découvre avec vous. Hein. Voilà, ici, on a l'évolution de crypto-bulle standard, mais du coup, effectivement, ici, on n'a pas les points de couleur. Pas standard, je veux dire tempéré. Et c'est ici, c'est dans évolution que vous allez avoir vraiment les pastilles pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est par rapport à l'état du marché. Mais une fois de plus, Thierry, évitez enfin, prenez conscience qu'à chaque fois que vous rajoutez du capital, ce capital-là il est mis pour 2-3 ans minimum. Parce que si ce capital-là, vous voulez le récupérer dans 6 mois, parce que vous en avez besoin, ça va vraiment plomber la stratégie. Donc, vous pouvez ajouter du capital, mais toujours avec l'idée que tout ce que vous allez rajouter, vous n'allez jamais le retirer avant 2-3 ans. Quoi. Donc, si vous avez commencé par mettre 3 000 euros, bah, c'est 3 000 euros, il faut attendre 2-3 ans pour prendre l'équivalent de son évolution. Et si après, vous avez rajouté 10 000 euros, il ne faut pas récupérer en fait 10 000 euros dans 3 ans, qui seront les 3 000 euros qui auront créé 10 000 euros en fait. C'est ça que je ne sais pas si je suis très, très clair là-dessus. Mais en fait, chaque fois que vous rajoutez de l'argent, dites-vous bien que c'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin au moins 2-3 ans. Donc voilà. Et il vaut mieux raisonner pour moi de manière en ajout de capital récurrent plutôt qu'en ajout de capital comme ça de manière, je dirais, temporaire ou en one shot. Parce que en fait, plus c'est récurrent, plus c'est lissé dans le temps et moins vous prenez le risque d'en avoir besoin. Voilà. Après, si vous voulez faire un ajout de capital et que vous savez que vous n'allez pas en avoir besoin parce que vous avez d'autres ressources financières très largement suffisantes à côté pour ne pas avoir besoin de ce capital-là, c'est OK. Parce qu'effectivement, il faut profiter de la baisse là, temporaire du marché, qui est vraiment très important, qui permet d'avoir vraiment des soldes en ce moment. Mais voilà, je veux quand même vous alerter par rapport à ça. Simplement vous rappeler en fait que CryptoBulo, c'est une stratégie qui est passive, où on laisse faire les choses, et plus vous allez être actif, plus vous allez vouloir jouer sur la performance, justement en voulant être plus malin, et plus en fait vous allez prendre le risque justement de mal faire les choses. Kevin, vous êtes à combien travaillé sur ce type d'optimisation, sur la performance? Dans quelle mesure il peut y avoir des erreurs dans vos calculs? Alors sur la partie recherche, Kevin, je suis le seul. Et derrière, en fait, c'est Megan qui pilote le projet au niveau des devs et on a 3 développeurs. Donc on a 2 devs plus Megan qui elle est développeuse, qui a développé le cœur. Et ensuite, il y a 2 autres développeurs qui maintenant travaillent effectivement aussi sur le cœur. Mais du coup, c'est Megan qui pilote. Mais en gros, si tu veux, il ne peut pas y avoir d'erreur de calcul parce que moi, je fais les calculs de mon côté sur Excel. Et après, eux reproduisent les calculs quand ils simulent ce que je leur dis de faire dans l'outil. Et donc, du coup, quand il y a des écarts, bah, en fait, on regarde ensemble d'où viennent les écarts. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Après, voilà, moi, j'ai quand même quelques diplômes en statistique qui me permettent d'être assez à l'aise là-dessus. J'ai écrit un livre qui s'appelle À la découverte de l'In Six Sigma, qui est un livre qui parle 100% de statistiques. Enfin, pas 100%, mais presque. Qui est un livre best-seller. Vous pouvez aller voir sur Amazon. Tapez Florent Fouque à la découverte de l'In Six Sigma, vous allez voir que dans une autre vie, je me suis amusé avec les statistiques. Ouais, j'espère que ça répond à ta question quand même, hein, Kevin. Super, merci pour ta réponse. Hélène, ok, pas de souci, merci. Peux-tu, s'il te plaît, revenir sur le risque de perte avec la nouvelle stratégie? Il n'y a pas alors, je vais revenir sur ce risque-là. Il n'y a pas de risque de perte, hein, une fois de plus. Il y a un risque de gagner moins à un moment donné. Le risque, et c'est temporaire en fait. En fait, comme c'est une stratégie, voilà. Comme c'est une stratégie, en fait, qui va faire un effet de levier. Qui va faire qu'on va revendre quand le marché va être très, très fortement haussier pour être en capacité plus tard de racheter.
Bah, forcément, quand ici, on revend alors que le marché continue, lui, à monter, bah, tout l'argent qu'on a revendu, enfin les cryptos qu'on a revendus, bah, forcément, ils ne travaillent plus, ils ne se valorisent plus. Parce que bah, on le met de côté pour justement être en capacité de racheter quand le marché sera plus bas. Donc tous les pics là qu'on a ici, bah, à ces pics-là, pendant ces pics-là, nous en fait on revend parce qu'on considère que le marché est trop haussier par rapport à ce qu'il devrait l'être. Il est trop loin de la variation naturelle de la courbe. Et donc du coup on revend pour plus tard, quand le marché va corriger, parce qu'on considère que c'est comme un élastique, il va finir par vraiment revenir de manière plus forte parce qu'il est vraiment parti trop haut. Voilà. Et donc, du coup, cet argent-là, on le met de côté pour pouvoir racheter ici quand c'est au plus bas. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que le plus gros écart, en fait, il est ici, parce qu'on n'a pas subi toute la baisse du marché. Pourquoi on n'a pas subi toute la baisse du marché? Bah, parce qu'en fait, on avait vendu une partie du capital. Et c'est cette partie du capital ici qui va nous permettre de racheter encore dans la continuité. Mais vous voyez que, par exemple, ici, sur la période de 2017, le marché a été tellement explosif et c'était tellement démesuré, c'était tellement vertigineux qu'effectivement, notre stratégie, elle ne suit pas. Parce que dans la logique où ça explose littéralement, eh bien, nous, on revend. Mais ce que vous pouvez vous dire un petit peu, ce qui peut vous rassurer, c'est que si le marché explose autant, ça veut dire que si nous, déjà, on a revendu, en fait, on a revendu à un moment donné, on était à supérieur de quasiment 3 fois la moyenne. Donc, on a déjà revendu à une période où on est vraiment nécessité, qu'on était vraiment très, très haut. Donc, ça veut dire qu'on a déjà engrangé beaucoup, beaucoup, beaucoup de gains. Donc, le truc, c'est que vous n'allez pas perdre de l'argent avec cette stratégie-là. Simplement, il peut y avoir de manière temporaire un manque à gagner. Si on a pris tous les points ici, en fait, sur la durée des 6 ans, là, on a dans 55% des cas, on est au-dessus du marché. Et dans 45% des cas, le marché est au-dessus de nous. Mais c'est parce qu'on n'est que sur 6 ans et on n'a que 2 cycles, en fait. Mais une fois de plus, si vous êtes sur le long terme et qu'on va avoir un autre cycle et un autre cycle et un autre cycle, plus on va passer les cycles et plus on sera au-dessus. Parce que justement, plus on va bénéficier de l'effet de levier d'avoir du capital quand il sera au plus haut, parce qu'on l'aura récupéré, parce qu'on l'aura vendu, pour être en capacité après de racheter sans forcément avoir besoin de faire un ajout de capital de votre côté avec votre argent personnel. Enfin, ça reste votre argent quand même. Voilà, j'espère que du coup, Jean-Philippe, c'est plus clair avec ce que je viens d'expliquer. Annie, Crypto Bulo va modérer la montée, donc tu ne profiteras pas jusqu'au bout du pic. Voilà, c'est exactement ça, Annie, c'est bien résumé. Mais tu pourras profiter plus à la baisse en protégeant. Voilà, exactement, c'est ça. Hélène, oui, la sagesse. Super, merci Florent pour ta réponse. Je viens d'écrire au support. Ok, donc voilà, si vous voulez basculer sur Crypto Bulo tempéré, envoyez un mail au support, support@crypto-bulo.com, et du coup, on basculera le paramétrage là-dessus. Et puis après, de toute façon, je pense qu'on va faire une communication pour nous assurer que tout le monde est au clair sur ce qui veut appliquer CryptoBulo tempéré ou CryptoBulo standard. Marc, merci Florent, bravo pour cette belle présentation. Vendre quand tout le monde achète et inversement. Exactement, Hélène, c'est ça, mais c'est aussi pour ça que je vous dis que c'est très difficile parce que le jour où ça va se passer, autant c'est facile sur le papier de se dire effectivement c'est quand c'est au plus bas qu'il faut acheter et quand c'est au plus beau qu'il faut vendre, mais en même temps, vous voyez que là, pendant que le marché est au plus bas, personne n'en parle. Personne, aucun média dit que c'est maintenant qu'il faut acheter des cryptos. Et c'est quand le marché va être explosif et justement en surévaluation que là, tout le monde va dire ah, il faut acheter, ça monte, voilà. Et voilà. Donc effectivement, c'est pour ça aussi que 95% des épargnants perdent parce qu'ils suivent l'inverse. En fait, ils montent quand tout le monde achète, alors que c'est là où il faut commencer à vendre. Alexandre, sur le graphe, page 21, c'est donc comment tu peux savoir si le marché ne va pas faire la même chose qu'en 2001, 21 ou 04? Oui, on ne peut pas savoir si les variations seront les mêmes. C'est certain, on ne peut pas le savoir. Mais c'est pour ça que, en fait, c'est vraiment la logique qu'il faut comprendre. Moi, je ne suis pas en train de vous vendre du plus 86% sur les 6 prochaines années. C'est pas l'idée, en fait, c'est de dire tiens, on a trouvé un mécanisme qui permet de dire bah en fait, on va regarder comment se positionne le marché par rapport à la moyenne mobile plus une variation standard, et en fonction de ça, on va se dire bah tiens, si on est dans la variation standard, bah en dessous de la moyenne mobile plus une variation standard, bah du coup, on peut considérer qu'on peut être un peu en rachat.
Si on descend trop bas, on va pouvoir augmenter notre coefficient de rachat. Mais par contre, c'est clair que si on dépasse la moyenne mobile, mais ça c'est valable pour tout le temps, et ben du coup, on va pouvoir commencer à se dire, bah tiens, on commence à être en surchauffe. Mais même si on remonte jamais à 1,9, parce qu'effectivement, on ne peut pas prédire l'avenir. Si on remonte jamais à 1,9, on est à peu près sûr qu'on restera dans cela, simplement parce qu'en fait, on prend la variation standard. Et donc, c'est normal, dans une distribution, on a toujours en fait des variations standards. Enfin, la variation standard, si vous voulez, elle est là, quoi. C'est pour ça que ça s'appelle la moustache. Donc là, en fait, on a 50% de la distribution qui est là, donc dans le gros carré bleu, et on a 25% qui est en dessous et 25% à la marge qui est ici. Et on voit bien que quand même si ça peut varier, on sera toujours en fait là-dedans. Alors peut-être qu'on n'ira pas au-delà, et peut-être qu'au contraire on ira au-delà, mais effectivement le sens de l'histoire fait qu'on va plutôt rester en dessous. Voilà. Et d'ailleurs, vous voyez que j'ai pris le déclencheur à 1,9, alors que ici, le maximum, il est à 2,2. Donc, on a encore de la marge ici pour profiter de ça. Après, s'il faut le faire évoluer et le basculer à 1,8, on le basculera à 1,8. Mais ce qu'il faut retenir, c'est plutôt ces différents paliers, en fait, qui vont dire, bah tiens, par rapport à la moyenne mobile qui, elle, la moyenne mobile plus l'écart type, elle varie bien avec le marché. Donc ça, c'est quand même consistant. Là, j'ai peur de rentrer dans des trucs un peu techniques, mais j'espère du coup que c'est clair pour vous. Kevin, c'est cool, merci pour ta réponse. Pour te suivre depuis un moment, si je peux me permettre, je suis impressionné par ton côté aussi bien perché que très rationnel. Comment fais-tu ça? Ah là là, moi-même, je m'épate. Par rapport à ça, mais effectivement, j'ai cette faculté à aller à la fois dans l'hyper technique et à la fois dans l'hyper spirituel. Pourrait-on envoyer un mail suggérant le passage tempéré avec 2 boutons oui/non pour rester ou changer de formule? Je suis un vidéo, je vais faire très simple. Alors bon, Daniel, si tu veux, mais tiens, pour l'instant, je ne sais pas si on peut ajouter des boutons dans les emails, parce que quand on fait ça, en général, ça passe dans les spams. Voilà. Mais on fera peut-être un truc très simple, c'est envoyer un mail en disant répondez-nous simplement à ce mail si vous voulez basculer sur CryptoBulo standard, et donc du coup tu auras juste une réponse à faire en mail, et peut-être qu'on fera quelque chose comme ça. Hélène, si j'ai bien compris, je vais adopter Tempéré, qui me paraît être une très bonne stratégie. Donc tout est géré par CryptoBulo, donc on n'a rien à faire dessus. Non, Hélène, une fois que le chose est mis en place, le logiciel prend le relais et il fera lui-même tous ces calculs qu'il aura à faire. Si mon capital fait moins de 500 €, je peux quand même profiter de ce marché baissier pour acheter quelques cryptos pour augmenter mon portefeuille. Oui, vous pouvez ajouter du capital quand vous le souhaitez. D'ailleurs, tant que vous êtes en dessous de 3000, je vous invite vraiment à mettre le capital que vous pouvez pour atteindre les 3000 €. Oui, du coup, c'est ce qu'on va faire, Daniel. On va faire un mail pour suggérer ça et demander. Mais le problème, c'est que si on va envoyer ce mail, il y a plein de gens qui vont nous dire mais c'est quoi ce CryptoBulo tempéré? Du coup, pourquoi c'est si compliqué? Parce qu'il y a beaucoup de gens, là, vous étiez plus d'une centaine à être là, donc c'est cool. Mais il y a aussi beaucoup de personnes, du coup, qui n'auront pas vu le replay. Bon, bref, on va s'arranger, Daniel, ne t'inquiète pas. Alexandre, merci pour ton explication. La valeur du déclencheur est-elle proportionnelle au coefficient? Non. Non, Alexandre. Donc, en fait, on va rester sur ces zones-là. Simplement, peut-être qu'on changera les déclencheurs, mais les coefficients, eux, ne changeront jamais. D'ailleurs, vous pouvez voir que les coefficients sont assez symétriques. C'est 3, 1, 0, 5, 1, et dans l'autre sens, 1, 0, 1, 0, 5, 2, 3. Cool, merci. Bah écoutez, merci à tous. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions, donc finalement ça a duré 1h30 au lieu de durer 1 heure. Donc voilà, je suis désolé, c'était un peu complexe parce que voilà, on est rentré dans les écarts-types, dans les notions un peu statistiques. Mais pour moi, c'est vraiment important que vous compreniez ce que le logiciel fait, et ça va vraiment rester notre mot d'ordre à nous. Vous êtes bulot, mais pour autant, vous savez ce que le logiciel fait. Vous seriez même capable potentiellement d'appliquer vous-même la stratégie si vous vouliez le faire manuellement. En tout cas, nous, on veut vraiment être 100% transparent sur la stratégie qui est appliquée.
voilà, pour que vous fassiez les choses en connaissance de cause. C'est pas parce que vous confiez la partie automatisation au logiciel que vous n'avez pas à ne pas comprendre. Donc voilà, on veut vraiment être 100% transparent sur l'algorithme qu'on utilise. Et on, voyez, on travaille vraiment sur, à chaque fois sur une logique long terme. On travaille sur le renforcement de la sécurisation de votre. Si on peut améliorer les performances, eh bien, on travaille dessus. Voilà les amis, bah écoutez, si ça vous a plu, j'en suis très heureux. J'étais un peu en stress parce qu'on a vraiment abordé des notions un peu avancées. Mais écoutez, j'ai l'impression que tout le monde a bien compris l'enjeu et la mécanique du fonctionnement. Et voilà, donc bah, c'est chouette. Donc du coup, voilà, on va certainement envoyer effectivement un mail pour vous poser la question, savoir si vous voulez basculer sur Tempéré. Mais si vous êtes là et que ça vous a plu et que vous voulez basculer sur Tempéré, bah, profitez-en pour envoyer un email et simplement dire je souhaiterais passer sur CryptoBureau Tempéré. Et nous, du coup, on fera cette bascule de manière automatique sur votre compte, sachant une fois de plus qu'elle sera applicable à partir de la prochaine survalorisation du marché. Voilà les amis, merci encore à tous d'avoir été là. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve eh bien, le deuxième mercredi du mois de janvier, donc on sera en 2023. D'ici là, je vous souhaite vraiment de profiter au maximum de ces fêtes qui sont toujours vraiment un moment sympa à vivre en famille et avec les amis pour le nouvel an. Voilà, donc profitez bien, amusez-vous bien et en attendant, eh bien, CryptoBureau travaille pour vous. Merci encore à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, ciao.